En apparence, ils semblaient être un couple heureux. Ils étaient mariés depuis plus d'une douzaine d'années. Ils portaient une bague à son doigt avec leur nom gravé dessus. Mais maintenant, nous découvrons que derrière ce sourire, il y a des allégations selon lesquelles cette femme et le demi-frère de la victime seraient capables de quelque chose que personne n'avait vu venir. De nouveaux documents judiciaires détaillent un homicide présumé atroce et une tentative aussi atroce que méticuleuse de le dissimuler. Et une épouse et un frère sont maintenant accusés d'avoir découpé le corps de quelqu'un dont on pensait qu'il se souciait et d'avoir caché des parties du corps dans un congélateur, allant même jusqu'à laisser un bras et d'autres parties du corps dans un lac. Et puis il y a l'historique de recherches internet présumées que nous venons d'apprendre et nous n'arrivions pas à y croire. Ce que l'épouse de cet homme aurait tapé dans un moteur de recherche dans l'espoir que l'homicide de son mari reste à jamais un secret. Nous suivons l'affaire présentée par Law on Crime. Je suis Chris Stewart. D'une certaine manière, c'est l'histoire d'un couple qui semblait vraiment s'aimer et l'histoire de frères qui semblaient vraiment fiers l'un de l'autre, du moins à un moment donné. Ils étaient des membres de la famille qui ont passé des années côte à côte. Mais surtout, à ce stade, il semble vraiment que cette histoire parle de trahison dans tout ce que ce mot a de plus horrible. Je viens de recevoir des documents judiciaires qui exposent ce dont Robin Turner et James Adams sont accusés d'avoir fait au mari de Robin Turner et au demi-frère de James Adams. Plus tôt cette semaine, nous avons parlé de cette histoire et du fait qu'ils sont inculpés en lien avec le démembrement de Dale Wayne Turner, qui avait 38 ans. Robin Turner, l'épouse, et James Adams, le demi-frère, ont tous les deux comparu devant le tribunal dans l'Illinois cette semaine. Et nous allons parler de la suite de cette affaire dans un instant. Les procureurs ont soutenu que les deux suspects ne devraient pas être libérés pendant la suite de la procédure. Et on comprend pourquoi les procureurs pensant ainsi en lisant les documents judiciaires que nous venons de recevoir. Car ce que ces deux personnes auraient fait est indescriptible. Je veux dire, ce serait choquant pour n'importe quel être humain de découper un autre être humain, ce que, malheureusement, nous avons déjà vu auparavant. Mais le fait que ce soit, soi-disant, la femme de la victime et son frère, il n'y a vraiment pas de mots pour décrire cela. Et ensuite, nous parlerons des recherches lancées sur Internet, franchement ahurissantes, que Robin Turner aurait faites après que son mari aurait été poignardé à mort par son propre demi-frère. Les procureurs affirment que cela montrerait qu'elle savait exactement ce qui se passait. L'une de ces recherches, et je vais juste vous en donner une, puis nous parlerons des autres dans un instant. D'après la police, une des recherches demandait si quelqu'un pouvait mourir d'une overdose d'Adderall. Et ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Vous vous souvenez peut-être que lorsque nous avons parlé de cette affaire pour la première fois, tout a commencé par une découverte choquante près d'un lac dans l'Illinois. Il s'agissait du lac Mattoon, qui se trouve à environ 3 heures au sud de Chicago. Il y avait une famille sur un bateau qui essayait de passer une bonne journée et ils ont cru voir un poisson mort s'approcher de leur embarcation. Alors ils ont pris une rame pour essayer de le repousser. En s'approchant, ils ont réalisé que ce n'était pas un poisson mort, c'était un bras humain. Et ils ont su que c'était un bras humain en s'approchant parce qu'il y avait un tatouage dessus. Et ce tatouage représentait un casque de football des Green Bay Packers avec un crâne. Œuvre d'art unique, la police de l'Illinois cherche à déterminer à qui appartenait ce bras en informant le public. Et puis quelqu'un appelle et dit qu'il appartenait à Dale Wayne Turner, un homme de 38 ans qui vivait à Joliet dans l'Illinois. Nous savons pour l'instant que Dale Wayne aimait les Chicago Bears, comme beaucoup dans l'Illinois. Et on se souvient de lui pour sa gentillesse et son grand sens de l'humour, selon une page GoFundMe. Sa cousine a déclaré à WLS TV à Chicago que lorsque cette histoire a éclaté et que le nom de Dale Wayne Turner a été mentionné, elle a appelé la femme de Dale Wayne Robin Turner. Ce qui, bien sûr, est la personne que la plupart des gens appelleraient s'ils étaient dans ce genre de situation. Mais voici ce qu'elle a dit à la chaîne de télévision, je cite: J'étais au téléphone avec elle 10 minutes avant qu'elle ne soit arrêtée. Et j'ai dit: Robin, que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que j'entends toutes ces choses folles? Où est Dale Wayne? Elle dit: Eh bien, il est toujours en traitement. Et puis elle a dit: Je te rappelle tout de suite. Je ne lui ai plus jamais reparlé. Maintenant, Robin Turner a été arrêté en même temps que le demi-frère de 26 ans de Dale Wayne, James Adams. Voici ce que nous savons sur leur relation. En 2022, Dale Wayne a écrit sur Facebook, je cite:
Joyeux 22e anniversaire à mon petit frère, James Adams. Nous t'aimons et nous sommes tellement fiers de tout le chemin que tu as parcouru, de ton passage de garçon à homme. Maman serait tellement fière de toi et je sais qu'elle te regarde en souriant depuis le ciel aujourd'hui. Joyeux anniversaire, petit frère. Maintenant, en ce qui concerne Robin et Dale Wayne, ils étaient variés depuis au moins une douzaine d'années. Maintenant, elle a 62 ans, lui, il a 38 ans. Il y a une différence d'âge entre eux, mais sur les photos, ils semblaient vraiment amoureux. En 2022, Turner a publié, je cite, «Joyeux 12e anniversaire à l'amour de ma vie, Robin Monroe Turner. Je t'aime tellement, ma chérie. À beaucoup d'autres encore.» C'est ici que cette histoire prend une tournure terrible. Et maintenant, nous apprenons ce qui serait arrivé à Dale Wayne Turner et les, je cite, mesures extrêmes que sa femme et son frère sont accusés d'avoir prises pour tenter de dissimuler le crime présumé. Et je vais vous dire, je ne dirais pas qu'ils ont facilité la tâche à la police. Mais il semble que la police dispose d'une tonne de preuves dans cette affaire. Nous avons maintenant appris que non seulement les forces de l'ordre ont trouvé le bras de Turner dans le lac avec ce tatouage du logo des Packers, mais ils disent aussi avoir trouvé plusieurs sacs poubelles noirs dans le lac. Et ces sacs contenaient des parties du corps. Avec les parties du corps, les sacs contenaient aussi des poids. Et ces objets étaient suffisamment reconnaissables, les poids, pour qu'ils puissent dire qu'ils avaient été achetés dans un Walmart local. Et nous en parlerons dans un instant. Les policiers ont pu déterminer que les parties du corps retrouvées dans le lac appartenaient à Dale Wayne Turner, non seulement grâce au tatouage, mais aussi grâce à une bague. Et c'est vraiment déchirant. Selon la police, pas sur une main, Dale Turner portait une bague gravée avec les mots Dale Hart Robin. Et puis quand on pense à ça en lien avec ce dont elle est accusée, ça n'a tout simplement aucun sens. La police dit que lorsqu'ils ont retracé les poids retrouvés avec les parties du corps jusqu'à un Walmart local, ils sont allés examiner les images de vidéosurveillance. Cela fait vraiment avancer l'enquête car ils pensent que la personne ayant acheté ces poids a conduit un camion rame jusqu'au Walmart et qu'il s'agirait du demi-frère James Adams. C'est intéressant. Le camion est immatriculé au nom de James Adams et de Robin Turner selon les procureurs. La police examine les images de vidéosurveillance à l'intérieur du Walmart. Ils suivent James et ils disent qu'il a acheté une tenue complète de vêtements neufs. Il se change dans les toilettes du magasin puis jette ses anciens vêtements à la poubelle. La police possède les anciens vêtements retrouvés dans la benne à ordures du Walmart. Maintenant, la police dit qu'elle a utilisé des lecteurs de plaques d'immatriculation pour suivre le camion depuis la région de Joliet, dans l'Illinois, jusqu'au lac Mattoon. Repassons rapidement la chronologie. Le 26 juin, soit 2 jours avant que ce bras ne soit retrouvé dans le lac, la police dit que le camion a été vu avec des sacs à l'arrière, se dirigeant vers le sud à 19h18. Moins d'une heure plus tard, les bacs qui étaient dans le camion ne sont plus visibles. La police dit qu'ils ont maintenant les bacs comme preuve parce que quelqu'un a appelé le numéro d'urgence 911 en disant qu'il avait trouvé les bacs dans son jardin et les a remis aux forces de l'ordre. La police affirme que quelques jours plus tôt, le 23 juin, ils ont des images montrant un sac de béton à l'arrière de ce même camion immatriculé au nom de Turner et Andrews. Mais lorsque la police a commencé à suivre ce camion et à filer Robin Turner et James Andrews, l'affaire prend un tournant décisif. Parce que le 30 juin, l'autre frère de Dale Wayne, un homme nommé Stephen Turner, appelle le numéro d'urgence 911 et il dit à la police que Robin et James lui ont dit qu'ils auraient tué Dale Wayne et démembré son corps. Ils ont dit que ses restes étaient cachés dans un congélateur au sous-sol de leur maison. Je veux dire, comment en arrive-t-on même au point où quelqu'un avoue prétendument quelque chose comme ça? Voici ce que ce frère a déclaré à la police sur la façon dont cela s'est passé, selon ses documents judiciaires. Il leur a dit qu'il vivait maintenant avec James et Robin, et que tous les trois venaient d'emménager dans une nouvelle maison. Maintenant, il y a certaines dynamiques ici qui ne sont pas claires pour l'instant concernant la relation entre Robin et James. Et puis il y a ce troisième frère, et ensuite il y a Dale Wayne Turner. Quel est son rôle dans tout cela? Il semble que Stephen Turner, qui est le témoin dans cette affaire, ne fait pas l'objet de poursuites, qu'il était avec James Adams et Robin Turner la nuit où il lui aurait avoué ce qui est arrivé à Dale Wayne. Et ils disent qu'ils étaient sortis. Ils sont allés dans l'Indiana acheter des feux d'artifice, sûrement pour le 4 juillet. Ils vont au KFC pour dîner, puis ils rentrent et regardent un film à la maison quand James Adams dit à Stephen Turner, soi-disant, qu'il a quelque chose à lui avouer. Et c'est là que James Adams aurait déclaré que 2 semaines auparavant, selon ses documents judiciaires,
Dale Wayne Turner était venu chez eux et qu'il avait eu une altercation violente avec Robin et James. Et James dit que lors de cette violente altercation, il a saisi un couteau et a poignardé Dale Wayne Turner à plusieurs reprises. Et Dale Wayne Turner est mort. La police a précisé dans son rapport que James Adams n'avait aucune blessure majeure visible lors de son arrestation. Il est écrit, je cite, James et Robin ont déclaré à Stephen qu'ils ne savaient pas quoi faire et ont évoqué l'idée de démembrer le corps de Dale Wayne et de le cacher dans un congélateur situé au sous-sol d'une maison sûre. Stephen a déclaré que James et Robin ont tous les deux affirmé qu'il leur avait fallu environ 4 heures pour nettoyer les taches de sang. Stephen a déclaré que James et Robin ont tous les deux affirmé avoir démembré Dale Wayne et avoir emporté plusieurs parties du corps dans un lac où elles ont été jetées. Je vais bientôt évoquer ce que la police affirme avoir trouvé dans la maison, mais voyons d'abord leur version de la confrontation avec James de vers 23 heures lorsque l'autre frère a appelé le 911. Ils disent avoir lu à James ses droits à Miranda et qu'il a refusé de parler, mais il aurait quand même dit quelque chose. Il a dit, je cite, la seule chose que je dirais, c'est que je l'ai fait, mais je l'ai fait en légitime défense. Je peux vous dire ça. Fin de citation. En ce qui concerne Robin, elle a raconté à la police ce qui semble être une histoire similaire, que les frères se sont battus et que James a poignardé Dale Wayne à plusieurs reprises. Elle affirme que James lui a demandé de l'aider à dissimuler le crime. Elle aurait admis qu'une partie du corps de Dale Wayne se trouvait encore dans le congélateur au sous-sol de la maison. Un congélateur qu'elle aurait acheté dans le seul but de cacher le corps de son mari. Le corps de l'homme qui portait une bague avec son nom gravé dessus, selon la police. Mais elle affirme aussi qu'elle n'était pas présente lorsque cette violente altercation a eu lieu. Elle a déclaré qu'elle rendait visite à sa mère dans un établissement de soins le 21 juin. Elle a déclaré que James et Dale Wayne s'étaient disputés ce jour-là et que c'était à propos de cartes à collectionner de sport. Elle dit qu'en rentrant de chez sa mère, elle a senti une odeur d'eau de javel dans la maison. La police a également allégué que plusieurs travaux de rénovation avaient été effectués dans la maison entre le 21 juin et le 30 juin, notamment Robin qui a acheté 2 nouveaux tapis. Mais peut-être que l'élément le plus accablant dans cette affaire, c'est ce qu'elle aurait recherché sur Internet. Et cela remonte au 2 juin. Donc, nous avons toutes ces recherches listées dans ce document du tribunal. Je veux les passer en revue avec vous. Elles sont vraiment choquantes. Nous allons donc commencer le 2 juin. Elle aurait recherché, soi-disant, est-ce que le chloroforme fait vraiment perdre connaissance? Puis 6 jours plus tard, le 8 juin, elle demande peut-on, cela veut peut-être dire mourir ici, mourir d'une overdose de lithium? Le même jour, peut-on mourir d'une overdose d'Adderall? Puis dès le 14, peut-on se suicider avec des somnifères? Le 16 combien? Et je pense qu'elle veut dire qu'une capsule de lessive peut rendre quelqu'un malade. Puis, le 18, est-il facile de se fracturer le crâne en tombant? Le 18 encore, l'Adderall peut-il donner des vertiges? Le 18 encore, congélateur coffre. Ensuite, il y a le 20. À quoi ressemble une overdose d'Adderall? Le 22, que pouvez-vous faire si vous ramassez quelque chose de lourd qui s'est renversé? Le 22, de combien de béton avez-vous besoin pour 9 trous de poteaux de 24 par 12? Puis le 24, elle demande combien de temps. Et je crois qu'elle dit, faut-il pour qu'une dinde de 26 livres gèle? Vous pouvez voir que certaines des frappes sont un peu bâclées ici. Et puis, le 24, pourquoi y a-t-il autant de personnes disparues qui ne sont jamais retrouvées? Celle-là fait froid dans le dos. Comment divorcer de quelqu'un qu'on ne peut pas retrouver? C'est vraiment troublant. Pim, le 25, elle cherche une bétonnière. Elle fait cette recherche 2 fois, en fait. Et ensuite, elle cherche si de la viande avariée peut puer, avec une faute de frappe après ça. Je pense qu'elle voulait dire congeler. Et ensuite, est-ce qu'on doit faire embaumer un corps? Et la police a inclus tout cela dans une requête pour l'empêcher d'être libéré pendant que l'affaire suit son cours. Et toutes ces requêtes effectuées sur les moteurs de recherche sont ce qu'ils utilisent pour présenter cela au tribunal. Ensuite, la police se rend auprès de ce congélateur au sous-sol de la maison, où elle a dit qu'il y avait des parties du corps à l'intérieur. On compatit vraiment avec les forces de l'ordre face à ce qu'ils ont découvert, car ce n'est pas facile à partager. Bien sûr, on pense à Dale Wayne Turner et à ce qu'il aurait traversé, mais aussi à l'agent qui ouvre ce congélateur. La police dit que le congélateur était verrouillé lorsqu'ils l'ont trouvé, avec des parpaings dessus. Il y avait une couverture dessus, et il était aussi scellé avec du ruban adhésif toilé. La police indique également qu'il y avait des traces de sang à proximité. Lorsque le congélateur a été ouvert, et je vais lire le document du tribunal, la police, je cite, a découvert un corps incomplet.
Il y avait un torse, un cou et une tête, mais pas de membres. La tête était attachée au torse, et cette personne a été identifiée comme Dale Wayne Turner. Des taches rouges semblables à du sang ont été découvertes sur diverses surfaces de la maison. Il y avait des preuves de rénovation, notamment des murs fraîchement peints, des escaliers fraîchement peints, une porte d'entrée fraîchement peinte, une nouvelle moquette sur le sol du salon et des signes que les panneaux en bois avaient été enlevés. Robin Turner et James Adams sont actuellement accusés de dissimulation d'homicide et de démembrement, sans que des charges de meurtre aient été retenues pour l'instant. Cette semaine, Robin et James sont comparus devant le tribunal alors que l'État a demandé, pour toutes les raisons dont nous avons parlé, qu'elle soit placée en détention provisoire, tout comme James Adams. Robin a comparu devant le tribunal jeudi, où l'État a exposé toutes les raisons que nous venons d'évoquer pour lesquelles ils estiment qu'elle devrait être placée en détention provisoire. Selon les dossiers du tribunal, elle a une autre audience de détention provisoire prévue pour le vendredi 17 juillet. Adams aurait comparu vendredi devant le tribunal, selon les médias locaux, tandis que les forces de l'ordre poursuivent l'enquête et que d'autres accusations restent possibles. Rejoignez-nous pour discuter de cette affaire avec l'ancien détective du NYPD David Sarny. Les procureurs ont déposé une requête contenant de nombreuses preuves. Il ne semble pas que les deux suspects, si tout ce qui est allégué est vrai, aient vraiment compliqué la tâche des enquêteurs dans une affaire aussi horrible. Nous n'avions pas encore parlé de certains de ces messages textes. Je veux dire, parlons de Robin Turner parce qu'elle a dit qu'elle n'était pas là quand Dale Wayne Turner et, soi-disant, son frère se sont retrouvés impliqués dans cette bagarre. Et puis James Adams poignarde Dale Wayne Turner à mort. Mais il y a des messages textes. Elle parle de l'odeur de javel qu'elle a sentie en rentrant chez elle. Et en parlant à James Adams, elle dit: «Ça nous laissera environ 1 heure et demie. Je ne travaille pas. On devra peut-être acheter un palan et le faire.» Mercredi après leur départ, continue de verser de la javel si ça commence à sentir un peu bizarre. Et puis elle dit, je cite, «Assure-toi de tout supprimer complètement.» Et ce sont les preuves que les procureurs ont. Oui, tu sais, quand tu parles de toute la situation, et je crois que James affirme avoir agi en légitime défense et qu'il s'agit d'une déclaration spontanée, mais la bonne chose, c'est qu'elle a parlé, et tout ce dont elle parle peut être réfuté par les preuves de base que tu as, notamment les messages textes. Elle dit qu'elle n'était pas là et ne savait rien, mais pourquoi demander de tout supprimer? Que veut-elle dire avec l'eau de Javel? Elle dit juste avoir senti l'odeur. Le problème actuel, c'est que tu es accusé d'avoir fait disparaître un corps. Peut-on aussi parler d'accusation de meurtre? Nous savons qu'il s'agit d'un homicide causé par quelqu'un d'autre et que Robin pourrait ne pas avoir été qu'une simple participante. Elle aurait même pu l'inspirer selon les allégations. Si tu examines ce document de plus près, tu vois qu'elle faisait des recherches Google sur Dwayne, ainsi que sur l'Adderall, les overdoses, les pilules et les blessures. Tu remarques de nombreux éléments à charge contre elle. Ce n'est pas juste. Je n'ai rien fait, c'est lui. On dirait qu'elle a participé au complot visant à commettre ce meurtre. Ouais. Et il semble que, tu sais, il y a des choses. Je pense que la relation, l'état du mariage, ce n'est pas très clair. Si tu regardes en 2022, ils semblaient vraiment très amoureux. Elle et Dale Wayne, excuse-moi. Mais ensuite, tu sais, elle est enregistrée comme propriétaire de ce pick-up Ram que la police a suivi, ce qui semble vraiment les relier à ce qui a été trouvé au lac. D'après les procureurs, son nom figure dessus avec celui de James. Donc tu sais, ils étaient enregistrés ensemble sur le véhicule. Et puis ils vivaient avec, et ensuite il y a ce troisième frère, celui qui a appelé la police. Heureusement, tu sais, après qu'on lui ait soi-disant raconté ce qui s'était passé. Aucune accusation de meurtre pour l'instant, mais cela pourrait changer rapidement. Mais tu as ce récit de James où il dit que Dale Wayne rentre à la maison. Ils en viennent aux mains. Et puis, à un moment donné, il attrape le couteau et il poignarde son demi-frère à mort. Ensuite, il se débarrasse du corps plus tard. Veuillez noter qu'il ne semblait pas avoir beaucoup de blessures. Peut-être qu'il est tombé dans les escaliers ou quelque chose comme ça, mais il ne semble pas qu'il y ait eu, tu sais, on imagine quelqu'un qui se fait frapper au visage, mais il n'y avait pas de blessures liées à ça. Comment les forces de l'ordre, s'ils pensent qu'il a fait ça, que c'était un meurtre et non un cas de légitime défense, comment déterminent-ils cela? Eh bien, ça revient à toutes les informations dont tu disposes pour écarter cette idée. Tu sais, le problème, c'est qu'ils se débarrassent du corps. Ils observent les diverses méthodes pour se débarrasser du corps, voient les achats au Walmart et le véhicule sur la vidéo, ce qui concerne les preuves de criminalistique numérique. Ce qui est génial, c'est que ça permet d'apporter des pièces du puzzle après l'incident. Et tu sais, on a la mort, on a le décès, on ne sait pas si c'est un meurtre. Nous ne pouvons pas accuser de meurtre, mais il a apparemment été tué en légitime défense.
Cela pourrait être réfuté selon plusieurs facteurs, comme les blessures de James, qui pourraient l'affirmer pour sa défense si l'accusation est requalifiée en meurtre. De plus, qui sera le maillon le plus faible? Est-ce que la femme est aussi responsable parce qu'elle dit que c'est lui qui l'a fait? Peuvent-ils la retourner d'une certaine manière pour qu'il dise cela et que cela retombe sur lui? Mais voilà le truc avec toute cette affaire. Vous savez, elle affirme qu'elle n'était pas là quand c'est arrivé et que c'est juste un hasard. Elle est passée et a senti une odeur d'eau de javel, ce genre de choses. En examinant toutes les preuves numériques, on constate une certaine préméditation de sa part avec James pour se débarrasser du corps en sachant qu'il était mort. Non seulement cela, je crois que sa famille l'a contacté pour lui demander où il était, et elle affirmait qu'il était parti ou en cure de désintoxication, donc il se disait qu'elle savait qu'il n'était plus là. Elle le savait. Et c'est là que, si nous ne pouvons pas obtenir de preuves matérielles pour l'impliquer, les preuves circonstancielles le feront. C'est vraiment une affaire triste parce qu'on ne veut pas voir, je veux dire, cette famille, peu importe les dégâts, peu importe ce qui se passe. Cela ressemble à une tentative préméditée de tuer Del Wayne et de faire disparaître le corps. Je veux dire, c'est une trahison dans tous les sens du terme. Je veux dire, la partie à laquelle je continue de penser, c'est, vous savez, pendant qu'il récupère des parties du corps dans un lac, ce qui est déjà horrible en soi, il porte une bague avec son nom dessus. Vous savez, c'est probablement une alliance. Vous savez, Dale et Robin. Et c'est tellement horrible de penser qu'elle aurait pu, vous savez, si ce qu'ils allèguent est vrai, que c'était de la légitime défense et que les choses ont mal tourné et que c'est ce qui s'est passé. Comment ne pas appeler la police? Comment en arriver au point où, si ce qu'elle dit est vrai, qu'elle s'est simplement laissée entraîner? Comment peut-on aller jusque-là? C'est juste, ça n'a aucun sens, c'est ahurissant et je ne sais pas quel autre mot utiliser. Oui, parce que c'est pour ça qu'une grande partie de ce que tu obtiens, les éléments de preuve numériques en ce moment avec les recherches Google qu'elle faisait, les messages entre elle et James, ça montre bien que ce n'est pas une allégation d'un incident soudain qui serait arrivé par hasard. Il y a une grosse dispute et il le poignarde. On ignore encore les détails, c'est pourquoi l'autopsie est en cours. On ne sait pas combien de fois Delwayne a été poignardé. C'est ce que tu vas examiner à ce sujet. Et puis la toxicologie, parce que c'est très important, car elle faisait des recherches sur Google. Elle parlait d'Adderall, de somnifères et d'autres choses du genre. Si elle va plaider la légitime défense et qu'il trouve à la toxicologie qu'il avait beaucoup de substances dans son organisme qui ne lui auraient pas permis d'être éveillé pendant cela, était-ce un... C'est là que les problèmes commencent. Tu pourrais jouer sur les deux tableaux, mais tu veux accéder aux preuves. La toxicologie va être une bonne source d'information parce qu'on a les éléments de preuve techniques provenant des lecteurs automatiques de plaques et des caméras. Tu as les messages textes, tu as tout ça. Finalement, tu obtiendras des analyses des données de bornes relais. En d'autres termes, tu vas pouvoir les géolocaliser pour savoir où leur téléphone se trouvait à ce moment-là. Et ce sont des preuves accablantes en ce moment pour procéder à l'arrestation et obtenir la détention provisoire parce qu'ils sont toujours dangereux et pourraient prendre la fuite. Mais il reste encore du travail à faire parce que nous devons, encore une fois, nous avons des motifs raisonnables basés sur les preuves pour procéder à l'arrestation. Et c'est ce que la police a pour l'instant. Maintenant, nous voulons aller vers cette accusation supplémentaire. Pouvons-nous les inculper de meurtre sur la base des preuves qui vont sortir plus tard? Et je vous garantis qu'ils travaillent avec les procureurs de l'État de l'Illinois et qu'ils collaborent dans ce domaine. Donc, je veux dire, Je déteste poser ce genre de questions parce qu'on parle d'un être humain et que quelqu'un qui vient de décéder ainsi, c'est tout simplement horrible. Mais le fait que vous ayez un torse, une tête, selon la police, et que cela ait été conservé dans un congélateur, est-ce que cela aide les enquêteurs? Dans la mesure où, vous savez, le corps est resté dans l'état où il était le jour de son décès. Vous savez, il a été conservé dans un congélateur. Donc si vous êtes médecin légiste, est-ce que cela vous aide lorsqu'il s'agit d'essayer de déterminer ce qui s'est passé? eh bien, une chose dont on dispose, ils ont trouvé le torse qui était dans le congélateur. Donc, c'est une bonne chose pour eux parce que s'ils disent qu'il y a des coups de couteau, des blessures par arme blanche, est-ce que ces blessures étaient sur le torse ou sur une autre partie du corps? Ce sont donc des éléments que vous examinez. Deuxièmement, nous avons une estimation, nous aurons une idée de l'heure du décès en fonction des preuves dont vous disposez. Vous savez, nous ne savons pas exactement quand il est mort, la date précise, mais il semble que nous ayons une idée en fonction de la période. Le fait d'avoir conservé les restes du corps dans ce congélateur est une preuve assez solide qu'ils savaient qu'ils avaient ce corps dans la maison. C'est horrible.
C'est obscène, mais ça fait partie du puzzle qui se met en place. Et c'est pour ça qu'ils se sont débarrassés des parties du corps en premier. Ils ne savaient pas quoi faire des autres. C'est là qu'on évoque la bande de bras cassés, incapable de comprendre comment se débarrasser du corps. Il y a cette idée, et c'est celle-là la question qu'on se pose au vu de ce que je lis, c'est est-ce que cette mort a été planifiée par eux deux? Et ils ont peut-être planifié cette mort, mais ils ne savaient pas comment se débarrasser du corps de la meilleure façon possible. Encore une fois, je ne vais pas vous dire comment faire, mais ils ont essayé à leur manière puisqu'ils ont dû scier les escaliers. Je veux dire, c'est vraiment horrible de s'asseoir là et de découper son mari, un homme avec qui on a vécu, qui fait partie de votre famille, et de faire ça. C'est vraiment dingue. C'est vraiment le cas. Et puis, vous savez, il y a des gens qui sont sur un bateau sur le lac Mattoon, dans l'Illinois, et ils tombent sur ce qu'ils pensaient être un poisson mort, puis ils se rendent compte que c'est un bras. Vous savez, heureusement, si ce qui est allégué est vrai, il ne semble pas... On dirait qu'on a affaire aux criminels les plus sophistiqués. Et il semble qu'il y ait eu un manque total de conscience, par exemple, concernant les recherches Google. C'est quelque chose auquel les forces de l'ordre vont avoir accès, vos messages textes. Ils pourront obtenir un mandat de perquisition pour ça et voir que vous envoyez un message du genre assure-toi de tout supprimer. Croyez-moi, ils verront une recherche Google. La question qui me marque le plus, comment divorcer de quelqu'un qu'on ne retrouve pas? Elle aurait cherché ça sur Google le 24, soit seulement 4 jours avant qu'on retrouve le bras de Dale Wayne Turner. Et c'est ça qui a déclenché cette enquête. Je pense aux lecteurs de plaques d'immatriculation que les forces de l'ordre ont utilisés pour pouvoir les relier au Walmart, établir leur présence là-bas, sans révéler comment vous faites tout ça. Bien sûr, personne ne devrait agir ainsi. Mais selon vous, quelles ont été leurs plus grandes erreurs? Là où je suppose c'est encore plus évident, c'est qu'ils n'avaient aucune idée du type d'accès qu'un détective allait avoir dans les 24 premières heures en essayant de résoudre cette affaire. Eh bien, c'est pour ça que les détectives et les enquêteurs font ce qu'ils font, parce que nous avons les ressources et la disponibilité. Lorsqu'ils ont découvert le premier morceau de corps au lac, une équipe a été envoyée et a trouvé d'autres parties. Ils ont pu coordonner ou même identifier les poids venant d'un Walmart qui aurait pu être acheté. Alors ils retournent au Walmart, ils découvrent qui a acheté ces poids au Walmart. Ils regardent, ils obtiennent une photo de l'individu au Walmart en train de faire l'achat. Ils suivent cette personne jusqu'à son véhicule. Ils ont des caméras de vidéosurveillance dans leur secteur qui identifient une plaque d'immatriculation. Ce sont des éléments, des petits morceaux qu'ils rassemblent, comme vous le voyez actuellement. Vous avez réuni les éléments pour en arriver au moins à ce stade, celui d'une arrestation. Mais la question suivante est, pouvez-vous aller jusqu'à une accusation de meurtre? Peut-on requalifier cela en meurtre? Et c'est pourquoi, ici, ce que les enquêteurs ont fait, c'est qu'ils ont pu identifier les personnes impliquées dans la dissimulation d'un corps. Pouvons-nous désormais les considérer comme responsables de son meurtre et non d'un acte de légitime défense? Dans la situation actuelle, s'agit-il bien d'un meurtre? Et beaucoup d'éléments montrent que c'était un événement planifié, d'après ces recherches sur Google. Vous examinez ces éléments, y compris les messages textes, et elle, c'est la meilleure. L'autre aspect que vous examinez, c'est l'interrogatoire, où elle essaie de prendre ses distances et elle ne s'en rend pas compte. Toutes les preuves que nous avons, tous les faits et éléments disponibles, les véritables preuves sont là-bas. Et elle réfute presque tout ce qu'elle affirme. Et cet interrogatoire, il y a une chose que les jurys n'aiment pas. Ils n'aiment pas les menteurs. Non. Et je pense aussi, encore une fois, que je reviens sans cesse à ce manque total de lucidité. Et puis, vous savez, je suis sûr que les enquêteurs n'aiment pas ça, si elles, vous savez, racontent cette histoire de ce qui s'est passé. Une chose dont je n'ai pas parlé dans cet épisode que nous avons fait plus tôt dans la semaine, lorsque nous avons abordé cette histoire pour la première fois, c'est que nous avons remarqué que la photo de profil Facebook de Dale Wayne Turner, je crois qu'elle a été mise à jour le 28. Donc c'était après que, vous savez, le bras ait été retrouvé. Et c'est clairement plusieurs semaines après les faits présumés selon la police. Et c'est comme quand on découvre qui avait accès à sa page Facebook. Parce que clairement, ce n'était pas lui qui changeait sa photo de profil. Ça ressemble juste à beaucoup de tentatives un peu maladroites qui auraient peut-être marché dans un film de mafia. Ça ne va pas marcher dans la vraie vie. Quelle est la probabilité? Je veux dire, pour elle, je pense juste que, vous savez, s'il croit en fait qu'elle était quelqu'un qui ne faisait pas que suivre le plan, mais qui avait réellement un rôle actif là-dedans, combien de temps cela pourrait-il prendre pour le découvrir? Je sais qu'on parle d'hypothèses pour l'avenir, mais si tu étais détective, quelle serait ta prochaine étape dans cette affaire?
J'ai dit d'attendre le rapport des appels et messages pour tenter d'obtenir des données de géorepérage, car on cherche à la localiser. Or, elle affirme qu'elle n'était pas chez elle lors de l'incident entre son mari et James. Donc, peut-on identifier si son téléphone était à cet endroit au moment où l'on pense que cela s'est produit? Chaque élément ajouté, c'est comme assembler un puzzle. On commence par les bords, puis on prend les petites pièces. Ces déclarations que nous pouvons maintenant réfuter grâce aux preuves dont nous disposons. Tu mets tout ça ensemble et tu montres que c'était un effort conscient, non seulement pour faire disparaître un corps, mais aussi peut-être un complot pour le tuer. Et c'est bien ce que c'est. Encore une fois, tout cela reste des allégations à ce stade, mais en tant que détective, tu sais, on veut découvrir la vérité. C'est ça. Nous sommes des chercheurs de vérité. Nous, on recueille les preuves. Les preuves nous amènent à considérer l'ensemble des circonstances concernant ce qui est arrivé à Delwayne. Et il semble qu'il ne s'agit pas simplement de faire disparaître un corps. On n'est pas juste en train de se débarrasser d'un corps. Ça ressemble à un meurtre. Et qui sont les personnes impliquées? Il semble que ce soit James et sa femme. Je pense aussi que Stephen Turner, frère de Dale Wayne Turner, s'est exprimé dans les médias locaux, d'où la mention de son nom. Et c'est à lui qu'ils auraient prétendument tout avoué. Et je ne connais pas Stephen Turner, mais pour les deux inculpés, à quoi pensiez-vous qu'il ferait quand vous lui avez dit que vous aviez tué ou poignardé son frère? Vous croyez qu'il accepterait ça? Certaines dynamiques de cette histoire sont vraiment dures à comprendre. J'ai remarqué, et je parle de lui parce que j'ai remarqué qu'il a dit, je crois que c'était qu'ils avaient poignardé. Il a utilisé le terme il en parlant dans le document ici de Robin Turner et James, ce qui, si vous voyez, hein, je fais un peu le lien ici. Ça contredit un peu l'histoire de Robin qui était et je suis rentré à la maison et j'ai senti de l'eau de Javel et je me suis demandé ce qui se passait. Et ensuite, j'ai suivi pour le reste. Oui, elle essaie de tout mettre sur le dos de James. C'est sa façon de faire. La défense du c'est un menteur ne marchera pas pour eux car on ne saura jamais pourquoi ils ont dit ça à Steven. Oui. On cherche toujours un mobile, mais parfois on ne comprend pas pourquoi ils ont agi ainsi. Cela peut apparaître lors de recherches approfondies sur Internet, dans des échanges entre James et Robin, ou dans d'autres communications de Robin avec d'autres personnes, ou dans d'autres recherches qu'ils ont effectuées. Quand les gens disent « efface mon historique de navigation quand je mourrai », il n'est pas vraiment supprimé. C'est bien ça le problème. Les enquêteurs approfondissent tout cela. Ces preuves peuvent être très accablantes. Beaucoup de ces éléments paraissent accablants, évoquant une dissimulation et même un meurtre. D'accord, nous verrons la suite. Steve Turner a appelé le 911 et informé la police de Joliet. Le standard de la police de Joliet a appris que sa belle-sœur, Robin Turner, et son demi-frère, James Adams, lui avaient avoué avoir tué et démembré son frère, Dale Wayne Turner. C'est une histoire vraiment horrible. Depuis l'Illinois, nous suivrons la suite. Merci à l'inspecteur retraité du NYPD, David Sarny, pour ses explications sur cette affaire folle. Oui, merci beaucoup et prenez soin de vous. C'est tout pour On the Case sur Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Spotify. Nous sommes aussi disponibles en streaming sur Peacock. Je suis Chris Stewart, à la prochaine.